Bienvenue pour aborder le thème de la supply chain sous l'axe métier, compétences, formation. J'ai avec moi aujourd'hui Nicolas Lelièvre de Airbus Atlantique et puis Mathieu Barsac de la Fab Academy à Nantes. Et je suis moi-même Julia Dubois. Je travaille au sein de l'association PASCA. Alors, Alors, le PASCA, donc nous sommes une association basée à Saint-Nazaire. Et notre rôle, en fait, c'est d'accompagner tous les acteurs du territoire des Pays de la Loire dans leurs projets supply chain, achat, transport, logistique. Donc, autour de nous, on a différents types de structures dans notre écosystème et parmi nos adhérents. Donc, des entreprises industrielles, des prestataires logistiques, des transporteurs, et puis également des structures de formation et des startups sur le domaine plutôt numérique ou technologique. Alors, notre terrain de jeu, c'est la supply chain, donc c'est très large. On a finalement un rôle un peu transverse dans les entreprises quand on est dans la supply chain. Donc, vous le voyez, ça touche les achats, les appros, toute la partie organisation des flux autour de l'outil de production, et puis bien sûr la distribution en aval. Voilà. Donc c'est un sujet très vaste, et nous on aime bien dire que la supply chain c'est un peu la colonne vertébrale dans une entreprise. Alors au PASCA, on a différents axes de travail, et donc celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'axe métier, compétences et formation. Donc nous avons travaillé il y a 2 ans sur un guide des formations régionales sur tous ces métiers-là, et nous avons regroupé en fait les métiers par grandes thématiques que vous voyez là sur le slide. Donc une thématique, comme je l'évoquais tout à l'heure, plutôt achat-approvisionnement, donc on est sur toute la partie amont. Dans les travaux qu'on mène aujourd'hui, on rattache aussi finalement la partie service client ADV à ce pôle-là. On a des métiers qui sont plutôt intra-logistiques, donc logistique de production ou la partie entrepôt, donc stock, manutention. On trouve également un autre bloc transport et douane. Une autre thématique qui est celle plutôt du mode projet, donc les flux, les méthodes, tout ce qui est lié à l'innovation, transformation digitale, etc., les outils numériques. Et puis, on a également un bloc plutôt direction de la supply chain. Alors, la région Pays de la Loire est dynamique en termes d'emploi, que ce soit côté industriel ou côté logistique. Donc, on a bien évidemment des métiers dans des acteurs de la logistique, la distribution par exemple, ou les prestataires logistiques. Mais on a aussi beaucoup de métiers dans l'industrie sur ces compétences-là. Vous retrouvez quelques chiffres sur le slide liés spécifiquement à la région. Alors, je vous propose de regarder un film sur le métier d'opérateur logistique. Donc, c'est un film que nous avons tourné chez IDEA. Et dans notre rôle d'association d'intérêt général, on valorise finalement les métiers de la supply chain, et on a dans ce cadre-là tourné plusieurs films pour mettre en valeur des métiers chez nos adhérents. Donc voilà, celui-là c'est un métier qui est présent chez IDEA sur le site de Nantes. Je m'appelle Stéphanie Couton, je suis opératrice logistique en réception et expédition. Le groupe IDEA est prestataire logistique industriel, et Aéroparc, notre plateforme située près de Nantes, est dédiée à l'aéronautique. Nous y stockons des pièces produites par Airbus ou par d'autres fournisseurs du secteur de l'aéronautique. Les pièces sont ensuite envoyées à leur destinataire, site Airbus ou autre. Mon poste se situe au magasin Grande Pièce, à la partie réception et expédition.
Je me charge d'accueillir les chauffeurs de camions, réceptionner, contrôler, répertorier et ranger les pièces livrées. Au moment de l'expédition, j'interviens également dans la manutention et la préparation des pièces pour l'enlèvement par le transporteur. À la réception et au contrôle des pièces, je m'assure de la conformité du bon de livraison avec les pièces livrées et je m'assure qu'elles ne soient pas endommagées. Cette étape est très importante pour assurer la qualité des pièces livrées chez le client. Les pièces non conformes sont isolées et une procédure de litige est mise en place rapidement afin qu'une solution soit trouvée. Le suivi de nos stocks est informatisé. Je saisis les pièces contrôlées dans l'outil avant leur mise en stock. Ensuite, je procède au reconditionnement si nécessaire et au rangement des pièces. Celles-ci peuvent être livrées dans différents contenants, allant du petit carton jusqu'à la grande caisse sur mesure. Pour la manutention des pièces, les équipes utilisent les chariots élévateurs, le gerbeur et le pont. Nous revalorisons nos emballages en les utilisant pour le reconditionnement et la protection des pièces. IDEA incite ses collaborateurs à partager leurs idées pour améliorer les processus au travers d'un challenge interne. Dans ce cadre, j'ai contribué à la mise en place du recyclage des déchets métalliques. Le gain récupéré grâce à cette action est reversé à une association de la région. Je contribue à l'organisation des emplacements des pièces en stock. Dans le but de faciliter le travail de l'équipe, je prends en compte la protection des pièces et l'ergonomie. Nous avons un point d'équipe tous les matins. Celui-ci permet d'échanger sur la performance, l'activité et les problématiques rencontrées afin de trouver des solutions. Je contribue aussi à l'inventaire du stock qui doit être le plus juste possible. Celui-ci est mis à jour régulièrement pour éviter les ruptures impactant le client. Mon poste est varié, avec traitement de pièces diverses, ce qui apporte toujours de la nouveauté. J'apprécie l'activité physique liée au poste et le lien avec mes collègues. D'ailleurs, il est important de savoir travailler en équipe et de vouloir apporter son aide. Je suis contente de contribuer à un ensemble d'opérations qui permet de livrer un service de qualité aux clients. Pour cela, il faut apporter de la rigueur et de la polyvalence. Voilà pour ce métier d'opérateur chez IDEA. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, les compétences comportementales sont aujourd'hui clés dans les métiers de la supply chain et dans d'autres métiers d'ailleurs. Donc là, sur ce slide ici, donc j'ai repris des éléments qui sont issus d'un document publié par France Supply Chain, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Les leaders de la supply chain ». Et donc, on retrouve ces fameuses compétences clés. La première chose primordiale, c'est l'orientation client. Donc ça, c'est vraiment un point important, service au client. Ensuite, on attend des personnes qu'elles puissent développer des relations constructives pour pouvoir coopérer, être efficaces en équipe, collectivement. En fonction du niveau de responsabilité, on va trouver des métiers qui ont un rôle de pilote dans des projets et qui se doivent de faire avancer les choses pour atteindre des résultats. La posture est importante pour donner du sens et s'inscrire dans la stratégie globale de l'entreprise ou de l'organisation. Alors, pour nous en dire un petit peu plus, donc Mathieu est présent avec moi aujourd'hui. Est-ce que Mathieu, tu peux te présenter et nous parler aussi de la Fab Academy? Bonjour, donc Mathieu Barcel, moi je suis directeur du développement pour la Fab Academy, pour formation UIMM au niveau des Pays de Loire. En termes de parcours, pour vous résumer un petit peu, j'ai passé 23 ans dans l'industrie sur la région, sur beaucoup de postes opérationnels, dont des postes de supply chain. Donc avec Nicolas, on a des passions communes. Et puis j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière et d'accompagner en fait le développement de l'industrie sur la région Pays de Loire, en portant un certain nombre d'offres d'accompagnement en termes de formation, en termes de conseils aux entreprises. Et donc j'ai rejoint la Fab Academy il y a un peu plus d'un an, et je ne regrette pas du tout ce choix d'ailleurs. C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on est déjà le premier acteur au niveau de la région Pays de Loire en termes de formation professionnelle sur les 3 dimensions: apprentissage, formation continue et insertion, reconversion. Je pense que c'est important parce que quand on est dans une entreprise industrielle, on est confronté à ça. Intégrer, faire grandir les jeunes, leur apprendre un métier et puis les garder dans l'entreprise, on va en parler juste après. Former ses salariés pour développer des compétences et aussi les retenir, véritable enjeu, encore plus aujourd'hui
qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi. Et puis, bien sûr, aussi donner la chance aux personnes qui souhaitent se reconvertir ou s'insérer dans le monde professionnel, en particulier le monde de l'industrie. Donc, moi, c'est mon job, clairement, avec les équipes de la Fab Academy. Et donc, voilà, en gros, ma présentation, la présentation de la Fab Academy, et on va revenir un peu sur les soft skills, je pense, juste après. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est finalement une soft skill ou une compétence douce en français? Compétence douce. Alors ça, c'est intéressant. Il y a la médecine douce, et ben il y a les compétences douces. Je dirais que c'est un peu la même chose d'ailleurs. On parle beaucoup on parle beaucoup d'outils. D'accord, on va former des gens à la maintenance. On l'a vu dans la vidéo, on va former à savoir maîtriser des flux logistiques, maîtriser des commandes, maîtriser des livraisons. C'est très important, c'est fondamental. En revanche, il faut aussi pouvoir donner du sens au métier, donner du sens au projet d'entreprise, donner envie aux gens de s'embarquer dans cette aventure-là. Et si on arrive à faire ça, globalement, on arrive à être beaucoup plus performant collectivement, à mettre en place ce que j'appelle l'intelligence collective. Vous verrez plein de choses dans les bouquins qui parlent de ça. Ce qui est passionnant, c'est de le mettre en œuvre opérationnellement avec les équipes des entreprises. Et je pense que ça concerne vraiment de la tête, donc des dirigeants, jusqu'aux opérateurs, en passant par toute la chaîne. C'est-à-dire que c'est pas qu'un problème du chef, c'est un problème d'équipe. Et donc les soft skills, les compétences douces, ça va être à la fois cette boîte à outils, mais aussi et essentiellement, je dirais, cette posture qu'il va falloir incrémenter dans l'entreprise. Et c'est jamais ça, parce qu'il n'y a pas de méthode unique, ça dépend beaucoup du contexte, ça dépend beaucoup des hommes et des femmes qui composent l'entreprise. Donc il va falloir trouver les bonnes astuces, les bons ingrédients, les bonnes approches pour donner du sens, là aussi donner envie d'y aller, donner droit à l'erreur aussi, et puis derrière, célébrer les succès et encourager surtout à prendre du risque à tous les niveaux, dans le bon sens du terme du risque. On n'est pas pour se mettre dans le mur, mais il va falloir autoriser les gens à proposer, à tenter, à expérimenter. Et le job du manager dans les soft skills, ça va être de mettre en place cette dynamique collective et cette dynamique de réussite, en fin de compte, et d'apprendre aussi de ses échecs. Et comment ça se traduit dans les demandes des entreprises, ce besoin-là? Alors, ça se traduit différemment parce que nous, on accompagne des entreprises, ce que j'expliquais à Nicolas, ça va être d'entreprises de 1 personne à des grands groupes de plusieurs milliers de personnes. Et bien sûr, ça va dépendre aussi du contexte de l'entreprise. Quels sont ses enjeux? Quelle est l'ambition aussi de son dirigeant par rapport à ça? Et donc, en face, nous, notre job, ça va être de proposer les solutions vraiment sur mesure qui vont correspondre au contexte et au bon moment. Il y a des choses qui marchent très bien à certains instants dans les entreprises parce que le contexte est là, parce que l'envie est là, parce que les conditions sont réunies. Et puis, à un moment après, ce sera plus du tout le cas. Donc, il va falloir aller prendre, en fait, l'opportunité de se dire, voilà, par rapport à votre contexte, vos ambitions et l'état des lieux, en fin de compte, où vous en êtes, voilà ce qu'il faudrait faire. Et on peut vous accompagner à le faire ensemble. Et ça, il va falloir l'adapter aussi à la taille de l'entreprise. Bien sûr, un dirigeant d'entreprise, son job aujourd'hui et ses craintes, c'est quoi? C'est le contexte économique, l'inflation, etc., le contexte d'appro. Mais dans le domaine de la supply chain, ça tombe bien, c'est un véritable enjeu. Comment sécuriser son approvisionnement de matières, entre autres. Mais aussi, c'est savoir attirer les talents. Et les talents, c'est pas que des diplômes, ce sont aussi des attitudes, et surtout les garder. Et donc, il va falloir prendre toutes ces composantes-là en jeu, et en fonction du contexte de la boîte, de se dire, peut-être que votre priorité tout de suite, c'est pas tout de suite de travailler sur les soft skills, c'est déjà de sécuriser l'activité de la boîte. Et en parallèle, on va démarrer des choses sur vraiment attirer, donner envie, travailler la marque employeur, travailler l'image de marque de la boîte, travailler l'état d'esprit aussi de l'équipe de management de l'entreprise. Et ça commence encore une fois par le dirigeant, parce que c'est lui qui impulse au départ la volonté, l'ambition, l'envie de pouvoir aller vers l'entreprise et de rester dans l'entreprise. Je pense qu'un véritable enjeu des patrons industriels aujourd'hui, c'est aussi de garder leur talent de façon à pouvoir construire sur le long terme. Et ça, clairement, il n'y a pas qu'un résultat économique, il y a aussi, je dirais, l'ambiance, la posture, les soft skills qui sont mis en place de façon pérenne dans l'entreprise. Merci Mathieu. Comment vous intégrez cette dimension dans vos formations aujourd'hui? Alors ça, c'est un véritable enjeu pour nous parce que on est une vieille maison. La Fab Academy, on a plus de 60 ans d'existence, mais on se renouvelle, on se réinvente aussi parce que notre gouvernance, nos clients, et pas que la métallurgie, l'interindustrie, ce sont des industriels. Donc ils ont des besoins qui évoluent. Nous, on doit évoluer aussi avec
avec nos offres d'accompagnement. Et donc, on intègre maintenant de plus en plus, et de façon d'ailleurs de plus en plus conséquente en termes de volume horaire, des modules sur l'accompagnement en fait de sciences douces, de méthodes douces, on va dire, d'attitude, de posture, sur nos différents modules de formation. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, ça ne concerne pas que le management, ça concerne aussi l'opérateur de production, ça concerne aussi le magasinier, le cariste, ou aussi le patron d'un magasin logistique. Je dirais que ça concerne tous les métiers, d'une part, et ça concerne toutes les fonctions, tous les statuts. Donc, je dirais que c'est toute la chaîne de valeur qui doit évoluer par rapport à ça. Et nous, clairement, on l'incrémente dans des modules de formation avec des consultants internes, mais aussi des partenaires externes, qui vont apporter ces briques-là, et qui vont apporter ces briques de façon dosée, en fonction aussi du besoin de l'entreprise qu'on doit accompagner par rapport à ça, du groupe d'entreprises qu'on doit accompagner. Merci beaucoup, Mathieu, pour cet éclairage. Je vous propose maintenant de mettre en lumière deux formations récentes sur le territoire. Alors, la première, c'est une formation universitaire, donc un parcours qu'on a intitulé « Management des supply chains industrielles innovantes ». Donc, cette formation-là, elle est issue d'un travail, en tout cas de besoins remontés par les industriels. Dans notre réseau, parmi nos adhérents, on a les grands noms de l'industrie de Saint-Nazaire, notamment, qui ont émis le souhait de travailler sur une formation pour les managers de la supply chain de demain. Et donc, ils ont contribué à construire un parcours pour aboutir donc à cette formation qui a ouvert en 2020 avec une première promotion. Alors, on était sur un Master 2 et qui, cette année, est transformée en 2 années de parcours, donc Master 1 et Master 2. C'est une formation en alternance et peut-être sa différence par rapport à d'autres formations, c'est qu'elle intègre l'axe innovation. On retrouve tout ce qu'on a habituellement dans les formations supérieures quand on parle de supply chain, mais on a ajouté la dimension innovation. Donc, des modules sur ce que c'est que la créativité, comment la stimuler, des aspects juridiques autour de l'innovation, comment protéger des choses aussi. Et puis, dans le côté innovation, on retrouve la dimension technologique. Donc, quelles sont les technologies aujourd'hui disponibles ? Quels sont les cas d'usage et comment je pourrais demain dans mon entreprise savoir aller piocher ou aller creuser telle technologie en fonction de mon besoin. Voilà. Donc Nicolas a participé, et Airbus a participé aussi au lancement de cette formation de différentes façons. Et donc peut-être d'abord Nicolas, je te laisse te présenter et puis présenter l'entreprise pour laquelle tu travailles. Bonjour, donc moi je m'appelle Nicolas Lelièvre. J'ai 43 ans, marié 2 enfants, ça fait 23 ans que je suis dans l'entreprise. Je ne suis pas un pur produit logistique, bien au contraire, je suis tombé dedans lors de ma carrière. Donc moi je suis plutôt d'une formation qualité production. Ça fait donc 23 ans que je suis dans l'entreprise, ça fait 20 ans que je fais du management. Et donc, c'est vraiment l'avantage d'une entreprise comme Airbus. Hein. Je pense que beaucoup de grosses entreprises permettent d'avoir ce genre de carrière. Mais globalement, on peut changer de métier, de fonction, de branche au sein de l'entreprise. Ce qui m'a permis d'avoir un parcours vraiment branché production et aujourd'hui, en fait, d'être responsable projet et perfo de l'entité supply chain et logistique. Airbus, bon... Je vais pas vous passer un quart d'heure de présentation d'Airbus, vous connaissez tous. Donc, depuis le 1er janvier, on dit Airbus Atlantique, voilà, pour tout ce qui est en France et qui n'est pas l'assemblage final. Moi, je suis sur le site de Montoire. Donc, le site de Montoire, c'est plus de 3500 embauchés. Donc, plus intérim, prestations, on monte globalement à 6005 et c'est pas fini, bien au contraire. Si je vous donne un exemple tout bête, on parle beaucoup de cadence pour parler du nombre d'avions qu'on fait chaque mois. C'est un petit peu ce qui parle plus que de reparler d'un A320 ou d'un A330, etc. Est-ce que vous avez une idée de combien on fait d'A320 par mois ?
Bon, alors, globalement, l'A320, quand il a été créé il y a plus de 35 ans, on était prévu pour faire 6 avions par mois. Maintenant, on parle d'en faire 75, voire un peu plus, dans les 2 ans qui viennent. Vous voyez le gap? Donc plus de 10, enfin plus de fois 10 par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Pourtant, le produit a très peu changé, l'outil industriel évolue un petit peu. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut que l'outil industriel évolue, que les équipes de production évoluent, mais aussi les métiers support autour évoluent, de par leurs outils, mais aussi de par leur mentalité. Et pour faire le lien avec ce que Julia et Mathieu disaient, les soft skills sont super importantes, puisqu'à un moment donné, il faut aussi que le mindset des gens évolue, de par cette évolution de l'entreprise. Voilà. Merci Nicolas. Donc, tu avais accueilli un alternant issu de cette formation supply chain industrielle innovante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa mission au sein d'Airbus? Alors oui, donc j'avais une stagiaire, une alternante de ce Master 2. Sa mission, c'était de créer, d'adapter un outil de mesure de la performance de la supply chain et logistique au global. Voilà. Alors pour tous ceux qui sont déjà dans ces métiers-là, probablement que ce que je vais vous dire, c'est du basique. Pour autant, on parle souvent de la performance d'un secteur qui va s'occuper de l'appro, un autre secteur qui va s'occuper du magasinage, un autre secteur qui va s'occuper de la distribution. Globalement, la production en a un peu rien à faire de chaque performance. Ce qui l'intéresse, c'est la performance globale. Vous suivez? Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Et donc c'était la mission de cette alternante, de réussir à mettre en place un outil de mesure de la performance globale de cette supply chain logistique au global. Donc d'un point de vue production. Notre client, c'est la prod. Qu'une pièce soit manquante parce qu'elle n'est pas arrivée à temps au magasin ou parce qu'elle n'est pas arrivée à temps dans les mains de l'opérateur, le résultat est le même. Elle n'est pas là. Donc voilà. Donc c'était ça sa mission. Merci Nicolas. Je crois que tu es intervenu également au sein du Master 2 en tant que professionnel. Sur quelle thématique as-tu pu partager avec tes étudiants? Alors, donc pour moi, c'était une grande première. Ça doit se voir, je ne suis pas super à l'aise pour ce genre d'exercice. C'était une première et donc c'était vraiment dans la création de cette filière où en fait ce qui pour moi était nécessaire dans toutes les personnes qui sortent avec un diplôme d'ingénieur, c'est justement ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est aussi cette position, cet engagement, ce charisme et ce côté un peu exemplarité qu'on attend, en tous les cas que moi j'attends, des personnes que je prends dans mon équipe. Pour moi, une personne qui sort avec un diplôme d'ingénieur, qui va rentrer, qui a un statut de cadre, etc., doit aussi avoir une certaine posture et être digne de l'image qu'elle renvoie. Donc on a beaucoup parlé de ça lors de la création de ce Master 2 et y compris aussi côté orientation pour tous ceux qui allaient sortir de ce Master 2, parce qu'on voit quand même beaucoup de personnes qui arrivent sur le monde du travail avec ces fameux diplômes. Super, j'ai un bac plus 5, très bien, mais au global, qu'est-ce que j'en fais? Vers quoi j'ai envie d'aller? Et pour vous donner un exemple tout bête, donc le premier module, qui normalement était le seul que je devais faire, tournait autour du management, d'aller chercher cette envie tous les jours, d'aller se défoncer pour une entreprise. Voilà, globalement, c'était ça. C'était comment est-ce qu'on est capable d'emmener les gens, parce qu'on les manage d'un point de vue opérationnel, hiérarchique, ou tout simplement d'un point de vue fonctionnel au travers d'un projet, comment est-ce qu'on est capable d'emmener les gens tous les jours et de donner cette niaque d'aller au travail tous les jours en allant vraiment tirer le meilleur des équipes. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est demander donc à cette classe s'ils se voyaient plus faire du management opérationnel ou du management de projet. Globalement, ils ne savaient pas trop au début. Et c'est dommage parce que 3 mois après, ils sortent avec un diplôme d'ingénieur et quelque part, si déjà ils ne savent pas dans quelle filière ils vont aller, potentiellement, ils peuvent aussi se tromper de poste. Et donc, au global, sur ce tour de table, on s'est rendu compte que 2 voulaient faire du management. Un voulait en faire un parce qu'il croyait qu'il n'était pas fait pour, donc il voulait tester.
Je l'ai pas vraiment encouragé à tester comme ça. Et tout le reste, c'était gestion de projet. Voilà. Donc cette première intervention tournait vraiment autour de le management, autour de la performance. Comment est-ce qu'on est capable de continuer d'emmener les gens à toujours aller chercher plus de performance et en s'éclatant à travers ça. Et au final, donc il y a eu une deuxième session qui là était l'autre côté du management, plus la partie gestion des conflits. Donc, comment ça se passe en termes d'entretien de recadrage? C'est pas super fun, hein, c'est pas forcément ce qu'on imagine quand on commence à faire du management, mais ça fait partie aussi du job. Donc, comment réagir là-dessus? Comment réagir par rapport à des problèmes personnels qu'on a pour une personne de son équipe? Parce que le manager, il est quand même en première ligne, il est aussi là pour ça. On a aussi parlé des grèves, ça fait partie de la vie. Donc, comment réagir quand il y a une grève dans l'entreprise? Quelle est sa position de manager, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Comment, entre guillemets, bien réagir par rapport à ça? L'absentéisme, l'alcool, enfin bref, tous ces scénarios-là. Merci. Alors, effectivement, une force de cette formation dont on parle, c'est la proportion des intervenants issus du monde professionnel. Donc, Nicolas a donné un exemple, hein, il a partagé son expérience avec les étudiants et on a cherché dans cette formation à avoir la moitié du temps des interventions par des enseignants académiques et l'autre moitié par des gens qui viennent de l'entreprise, qui sont en poste et qui viennent partager sur un sujet précis leur expérience. Qu'est-ce que tu retires du coup de ce partage avec les étudiants? Alors pour moi, c'était génial. Clairement, donc c'était ma première, donc pas forcément à l'aise. J'avais pas mal de questionnements sur ma légitimité. Pas mal de questions sur ma légitimité à intervenir dans une classe comme ça en me disant mais moi je suis pas prof, est-ce que ce que je peux leur apporter va leur servir, etc. Est-ce que ce discours va leur donner envie, va les orienter, va les booster? Bon, vu qu'ils ont demandé une deuxième séance, je l'ai plutôt bien pris. Et puis oui, pour moi, à titre personnel, c'était quand même super intéressant, super enrichissant de pouvoir échanger avec la génération qui nous suit. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. J'en profite pour dire juste un petit mot là-dessus. C'est vrai que dans les différents organismes de formation avec lesquels on échange, il y a un besoin d'avoir des personnes en poste qui viennent partager leur expérience et amener du concret et discuter de la vraie vie en entreprise dans les formations. Donc n'hésitez pas, si certains d'entre vous sont intéressés, des fois quand on a certains niveaux, quand on a peut-être un peu fait le tour de son poste, voilà, et si bien sûr on a la disponibilité pour se dégager un petit peu de temps, ça peut être intéressant et en tout cas il y a des opportunités à saisir dans les différentes structures de formation pour ça. Et si je peux compléter, excuse-moi Mathieu, je pense qu'on a tous été contents quand on était à l'école d'avoir des intervenants qui venaient vraiment nous parler de leur bien, etc. Et c'est un complément par rapport à ce que vous pouvez nous donner l'école ou l'enseignement en tous les cas. Quelque part aujourd'hui c'est aussi à nous de rendre l'appareil et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Je rebondis sur ce que dit Julia. Typiquement, permettre à un collaborateur d'aller intervenir lors d'une séquence de formation, on va dire, peut être jeune ou moins jeune d'ailleurs, c'est très valorisant. Et pour moi, c'est aussi un moyen de pouvoir développer certains soft skills différemment, on va dire, dans l'entreprise, et de valoriser. Enfin, moi, j'avais ce problème-là quand j'étais dans l'industrie. J'avais aussi avec moi des gens qui étaient hyper experts, très connus, etc. Et comment faire pour continuer à garder la flamme allumée de ces collaborateurs-là, qui techniquement, clairement, ne leur arrive pas à la cheville. En revanche, comment leur donner envie d'aller plus loin dans cette dimension-là. Et j'ai beaucoup travaillé sur la notion de transmission du savoir avec eux, etc. Et en fait, on a des dimensions qui peuvent faire peur des fois à des ingénieurs, parce que c'est pas régi par des équations. Et je suis ingénieur, donc je me suis soigné depuis 23 ans. Mais c'est très, très valorisant quand on voit revenir la personne en fait d'une intervention avec un sourire jusqu'aux oreilles et qui dit « j'ai pris un pied d'enfer, j'ai envie de recommencer ». Parce qu'en fait, il met à profit son expérience, sa contribution à la transmission, comme tu disais. Une formation qu'on a intitulée « Pilote des flux d'approvisionnement ». Donc, c'est une formation qui se veut à terme certifiante, qui se fait en alternance.
Et donc voilà, qui permettra de combler ce trou. Hein. C'est un des rôles aussi au sein du PASCA, c'est d'identifier des besoins et de développer des formations pour répondre à ces besoins. Donc j'ai devant moi Luc, qui est donc au Greta, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez sur cette formation. Alors on se dirige maintenant vers demain. Alors aujourd'hui et demain, quels sont les métiers de demain? Alors il y en a beaucoup. Hein. On peut bien sûr pas tout dire. En fait, les métiers, ils vont accompagner les évolutions qui sont en cours dans les entreprises. La supply chain, aujourd'hui, bien sûr, c'est un levier de performance dans l'entreprise. C'est un secteur où on va travailler sur les coûts, on va optimiser les flux, travailler sur les achats, etc. Donc, bien sûr, ça l'est. Ça continuera à l'être. La supply chain, c'est aussi souvent un équilibre à trouver, des arbitrages à faire entre est-ce que je fais du stock ou est-ce que j'accepte un peu de rupture. Voilà, donc c'est souvent voilà, une affaire de compromis, et ça continuera également à l'être demain, avec peut-être une complexité encore renforcée, puisqu'on va intégrer des enjeux environnementaux, par exemple. On a parlé de la partie RSE, marque employeur, donc tout ça, ça vient rendre peut-être les choix encore un peu plus complexes. Et donc cette supply chain, pour nous, elle est vraiment au cœur de toutes les transformations au sein de l'entreprise. Elle est acteur, on va dire même contributeur majeur de ces évolutions. Transformation digitale, je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, donc comment les métiers peuvent accompagner tous ces changements. Dans les 4 métiers clés que je vous propose aujourd'hui, on est sur un niveau ingénieur. Donc, il y aurait certainement d'autres choses à dire sur les autres métiers, mais j'ai choisi cela. Là encore, c'est issu notamment de travaux qu'a fait France Supply Chain, donc à un niveau national avec plus de 450 entreprises, et notamment des entreprises et des opérationnels côté supply chain. Donc le premier, alors c'est le métier d'architecte supply chain. Alors, à une époque, on parlait aussi de design. Donc là, on est plutôt sur de la conception de schémas directeurs, de schémas de flux, des horizons plutôt moyen terme, long terme, voilà, une projection. Et puis, ça peut bien évidemment inclure une dimension technologique avec des outils. Et on trouve aussi derrière la chaîne de valeur. Enfin, voilà, cette dimension vraiment globale, de bout en bout. Ça peut intégrer la livraison du dernier kilomètre aussi, par exemple. Voilà, donc pour ce métier architecte, je vous invite après, si vous voulez creuser et aller regarder plus dans le détail, à aller voir ce qu'a publié France Supply Chain sur les métiers de demain. Second métier, et là Nicolas va nous en dire quelques mots, c'est celui du data analyst, dédié à la partie supply chain ou la partie logistique. Hein, on trouve ces métiers-là peut-être sur d'autres sujets, mais là nous on revient à cette notion de data dans le pilotage des flux et de la logistique. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Nicolas, sur ce métier qui est déjà aujourd'hui présent chez Airbus? Vous m'entendez? Oui. Donc, effectivement, concernant la data, ça veut un peu tout et rien dire. Là, en l'occurrence, quand on parle vraiment de data, on entend tout ce qui va concerner la partie livraison, suivi des livraisons, donc tout ce qui est les données GPS, les données de tracking, tout ce qu'on utilise dans notre vie de tous les jours et qu'on commence aussi à utiliser de plus en plus précisément dans les entreprises. Il y a une autre data qui est super importante en logistique, en tous les cas pour moi, c'est tout ce qui concerne les données techniques d'une pièce. Aujourd'hui, approvisionner des pièces, c'est pas juste approvisionner une référence. Il y a un moment donné, toujours dans cette logique de ma pièce n'a un intérêt que quand elle arrive au niveau de la chaîne de production. Donc, comment je suis capable d'anticiper au travers de la data bureau d'études, par exemple, la taille de la pièce, le poids de la pièce, etc., pour pouvoir constituer mes moyens logistiques 2 mois, 3 mois, 4 mois à l'avance, donc bien avant que la pièce arrive, plutôt que de se retrouver à courir au dernier moment, d'essayer de trouver le bon packaging pour emmener en production. Voilà, donc ça, c'est une data aussi qu'on utilise de plus en plus pour être capable d'anticiper et pas travailler au dernier moment. L'autre data, bien évidemment, c'est cette mesure de performance. Je
j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais en fait, donc, tout ce qui va concerner la performance globale, donc plus la partie KPI, entre guillemets. Donc c'est vraiment ces 3 axes-là qu'on a développés sur les 2-3 dernières années. Donc, quelles compétences tu recherches aujourd'hui sur un poste de ce type, data analyst? Alors, à l'origine, les personnes qu'on a mis sur ces postes-là, ce sont des ingénieurs logistiques à qui on a ramené des compétences production, qualité, etc. En fait, pour être l'interface complète de la production. C'est-à-dire pouvoir comprendre en fait quelle est la valeur ajoutée de toute cette fonction supply chain logistique, une fois de plus sur le produit final. Donc, comment est-ce qu'on est capable d'anticiper, de donner plus de visibilité sur l'heure d'arrivée d'une pièce pour pouvoir enquiller une production. Comment est-ce qu'on est capable de sécuriser l'enclenchement d'un avion pour nous. On a fait des choses qui peuvent paraître tout simples. Si je vous parle d'incoming, ça vous parle? Ouais, globalement. Donc, quand on est sur de l'incoming, on va les contrôler souvent avant que ça arrive au magasin. Ok. Mais sauf que au sein d'une chaîne logistique, il peut aussi y avoir des passages de relais. Donc, nous, on a recréé de l'incoming entre ces différents points pour s'assurer de ne pas avoir de défaillance à la fin. Ça peut paraître tout bête, mais ça fait aussi partie des fonctions de la logistique de sécuriser l'approche jusqu'au bout. Donc voilà. Donc, dans les compétences clés, globalement, oui, une fonction, une connaissance de la logistique, ils l'avaient. On leur a ramené un petit peu tout ce qui tournait autour, et une fois de plus, on est vraiment sur des valeurs. Donc, je me contente pas d'avoir approvisionné une pièce ou qu'elle est partie à l'heure du magasin. Non, c'est jusqu'au bout. Est-ce que je suis sûr que tout est arrivé en heure et en temps? Si c'est pas le cas, comment est-ce que je reboucle pour que la prochaine fois ça se passe bien? Donc, en fait, c'est des fonctions. Je suis pas convaincu qu'il y a 10 ans on parlait de ça dans les métiers logistiques, mais c'est des notions qui sont super importantes aujourd'hui pour toujours améliorer la performance de la logistique. Peut-être sur la partie plus technique, du coup, dans la partie gestion des données ou exploitation des données, est-ce qu'il faut des compétences particulières? Alors, nous, on a cette chance d'être quand même dans une grande entreprise où il y a aussi des services dédiés pour ça. Donc, moi, dans l'équipe, j'ai vraiment un informaticien, un geek, voilà, clairement, qui est capable de nous mettre en forme, tout ce qu'on veut, etc. Et pour ça, il faut déjà que les personnes aient aussi ce besoin, cette envie. Il faut qu'ils soient animés par j'ai besoin de ça. Donc, comment est-ce que je suis capable de le récupérer? Et par contre, à l'inverse de ça, avoir quelqu'un qui développe quelque chose, c'est super bien. Mais une des notions que j'ai vraiment pu voir sur une vingtaine d'années d'entreprise, c'est aussi donner du crédit à la data qu'on utilise. Alors, je ne sais pas où vous travaillez, hein, mais globalement, ce qu'on vit très souvent, c'est une personne sort un KPI et l'autre en face ne le reconnaît pas. D'accord? Il ne reconnaît pas cette fameuse data. Non, ça vous arrive jamais? Ah si, ça me rassure. Voilà. Donc en fait, pourquoi je dis ça, c'est que de faire des petits développements dans son coin, ça peut être sympa pour faire un proto, mais à un moment donné, si cette data n'est pas centralisée, reconnue dans l'entreprise, elle n'a pas une grosse valeur. Donc voilà. Donc c'est vraiment mon retour d'expérience là-dessus. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une data en temps réel ou quasi temps réel. Regarder un tracking au bout de 3 heures, ça sert plus à rien, clairement. Donc en fait, il faut du temps réel. Et il faut que cette data soit la même pour tout le monde, qu'elle soit reconnue par tout le monde. Sinon, tous les KPI qu'on en sortira n'aura en gros aucune valeur, quoi. Merci beaucoup pour ce partage sur le métier de data analyst. Alors, 2 derniers métiers, quelques mots sur chacun des métiers. Alors, le Supply Chain Innovation Leader, donc on a commencé à l'aborder tout à l'heure. Cette dimension innovation, elle est importante et elle va continuer à l'être dans les années à venir. Donc derrière ce métier-là, on met des missions de veille, par exemple, se tenir au courant. On l'a évoqué, quelles sont les technologies, comment ça évolue, qu'est-ce qui est possible en fonction de la situation de l'entreprise. On peut mettre aussi des missions d'expérimentation,
de ces technologies-là dans un périmètre peut-être restreint, par exemple. Et puis, derrière, on va aller aussi jusqu'à l'industrialisation, on peut parler comme ça, hein, d'une solution qui est testée à petite échelle et qui va, du coup, par exemple, être mise en place dans l'ensemble de l'entreprise ou dans l'ensemble des sites. Donc, le Supply Chain Innovation Leader, il peut être aussi considéré comme un facilitateur. Hein. Il n'y a pas forcément toutes les compétences techniques, mais c'est lui qui va faciliter les choses et faire aussi remonter des éléments du terrain. Hein, on n'est pas dans une posture de je regarde et je sais ce qui est bon pour vous. On est aussi dans cette dimension, encore une fois, grâce aux soft skills, d'échanger avec l'ensemble des salariés de l'entreprise, de faire remonter des besoins et de travailler sur une solution qui va répondre à un besoin côté opérationnel. Et enfin, le dernier, c'est mon préféré, hein, je l'avoue. C'est le Sustainable Supply Chain Manager, un mot voilà qui un titre qui fait plaisir. Alors en gros c'est quoi? Derrière c'est comment on fait pour relever tous les enjeux liés au développement durable, les enjeux environnementaux, donc ils sont nombreux, ils ont une place importante aujourd'hui. Hein. Quand on parle de décarbonation des activités logistiques, il y a encore beaucoup à faire. On peut bien sûr s'attaquer à la thématique des déchets, des emballages. Le rôle de ce métier-là, demain, c'est de challenger les modèles d'organisation, les business models, travailler sur le sourcing, l'économie de la fonctionnalité. Voilà. Enfin, moi, je pourrais vous en parler des heures, donc je vais rester sur quelques éléments juste clés. En fait, cette ambition de travail sur le développement durable, elle concerne tout le monde dans l'entreprise, mais elle gagnerait sans doute à être incarnée par une personne, là encore dans un rôle aussi de facilitateur, en fait, de coordination. Et on retrouve bien évidemment la notion de KPI, hein, du pilotage d'indicateurs, parce que sur ces enjeux-là, il faut aussi savoir d'où on part et où on va, et donc on ne peut pas s'affranchir d'éléments de mesure. Voilà, on arrive presque au terme de cette conférence. Je vous propose, voilà, on l'a vu, peut-être quand même quelques mots sur le transport. On ne l'a pas évoqué, mais on ne l'oublie pas. Et donc voilà, je vous propose quelques minutes pour regarder le témoignage d'Edouard, qui travaille chez General Electric, à Saint-Nazaire également, enfin à Montoire, et qui est donc superviseur transport. Je m'appelle Edouard Rolly, je suis superviseur transport chez GE Renewable Energy, acteur mondial de l'industrie de l'aéronautique, la santé et les énergies renouvelables. Je travaille sur le projet de l'éolien maritime du parc de Saint-Nazaire sur la plateforme de Montoire et en lien aussi avec la plateforme logistique de Saint-Nazaire, ainsi que les différents ports en Espagne et au Portugal. Ma mission consiste à préparer, coordonner et exécuter les opérations de manutention au navire pour le transport des pièces d'éoliennes, nacelles, générateurs, tours et pales, dans les meilleures conditions et dans les différents contextes portuaires. Sécurité, qualité, optimisation, coût et planning sont les principaux axes du métier. Nous verrons les différents chargements chez les fournisseurs en Espagne, au Portugal et en France pour ensuite un déchargement sur la plateforme logistique à Saint-Nazaire sur le port de Nantes-Saint-Nazaire. Ces composants seront utilisés ensuite pour la fabrication des éoliennes en mer, en offshore, pour la production d'énergie, pour la Loire-Atlantique. L'organisation de ce transport nécessite une bonne connaissance du produit, mais également du transport maritime et de la logistique qui en incombe. L'objectif est de travailler en équipe pour tout ce travail de préparation qui nécessite parfois plusieurs mois, voire plusieurs semaines de préparation, afin de garantir la sécurité et la qualité de transport des composants jusqu'au hub logistique. Il s'agit également de définir les différents moyens de manutention, également de travailler dans un marché de niche puisque très peu de navires sont capables de transporter des composants XL, appelés également du heavy lift, pour le transport maritime des composants et éoliennes offshore. Le transport se fait principalement par voie maritime. Nous travaillons avec des bateaux de différents types. Il faut des bonnes connaissances sur le commerce international et je suis en charge de l'organisation et de l'exécution de l'opération pour les composants, pales, tours et nacelles. Ensuite, dans mon métier, il s'agit de mettre en place la partie opérationnelle et de coordonner les équipes en prenant en compte les différents moyens de levage spécifiques
afin de bien coordonner tout l'ensemble des parties prenantes, ce qui peut représenter jusqu'à 30 personnes le jour de l'exécution. Dans mon quotidien, je suis en contact avec les équipes internes de génie électrique, les armateurs, les autorités portuaires ainsi que les manutentionnaires portuaires et toutes les parties prenantes qui sont nécessaires à la bonne exécution en prenant toujours en compte les critères de sécurité, de qualité et d'optimisation. La majorité de la communication se fait en anglais, également en français et en espagnol en fonction des différents contextes auxquels on peut être confronté dans les différents ports et milieux dans lesquels nous sommes amenés à travailler. Pour faciliter ce travail de coordination multi-acteurs avec de forts enjeux de temps, budget, qualité et sécurité, je m'appuie sur des outils numériques de suivi. Afin de répondre aux besoins spécifiques, j'ai contribué à la mise en place de e-auditor pour les inspections qualité des composants. Des nouveaux projets nous attendent avec des éoliennes encore plus grandes et plus puissantes, telles que la Liadix, qui équipera des parcs offshore en UK et aux USA, nous confrontant à de nouveaux défis logistiques que nous sommes prêts à relever. Voilà, alors si vous êtes intéressé par toute la partie formation, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et à télécharger donc, le guide régional des formations qui est disponible gratuitement. Et puis vous trouverez aussi sur notre page YouTube d'autres films métiers. On en a 5 disponibles et on en a d'autres en préparation qui devraient sortir et être diffusés dans les prochaines semaines. Merci encore à Nicolas et à Mathieu pour leur partage. Merci à vous de nous avoir écoutés attentivement, j'en suis sûre.